Voilà, ben, bonjour aux derniers arrivés. Je pense qu'on peut commencer tout doucement et c'est moi qui, vais avoir l'honneur de commencer en présentant un peu, la situation ainsi que Canopéa pour qui je travaille et qui organise aujourd'hui le webinaire. Je vais partager mon écran. Voilà, parfait. Donc le thème de ce webinaire aujourd'hui, est des obligations de rénovation justes, et comment est-ce qu'on peut les mettre en œuvre et pour ça, on a des intervenants, des super intervenants qui vont un peu nous parler qui vont nous donner des conseils et qui vont permettre de lancer une discussion sur comment les implémenter, en particulier en Wallonie. Et l'organisateur de ce webinaire, c'est Canopéa. Canopéa, c'est la Fédération des associations environnementales wallonnes qui existe déjà depuis, 1971 et donc on a un peu, de rôle. Déjà le rôle de fédération, donc maintenir le contact avec nos associations membres et les représenter et de là découle un rôle de plaidoyer sur tout ce qui peut toucher l'environnement. Donc aujourd'hui, on est à près de 150 associations membres et nous sommes environ 36 personnes à y travailler. Hem Alors, le contexte de ce webinaire, bah, je pense que, toutes les parties prenantes sont assez d'accord là-dessus. C'est que les obligations les rénovations aujourd'hui, le taux de rénovation actuel n'est pas suffisant. Donc, il y a quand même eu beaucoup de systèmes pour accélérer ces rénovations, notamment des primes. Mais on voit qu'aujourd'hui, on n'arrive pas à atteindre des objectifs. Et l'objectif en particulier, c'est d'atteindre un label A décarboné en moyenne pour tout le secteur résidentiel d'ici 2050. Donc les enjeux, ils sont vraiment immenses. Maintenant, la question qu'on se pose évidemment, c'est comment on fait? Et pour ça, le gouvernement wallon a, par obligation de l'Europe, rédigé un plan air, climat, énergie qui devrait être rendu en juin, enfin qui devrait être intégré au plan national énergie-climat en juin. Et donc ce PACE a été, adopté le 23 mars, donc assez récemment et dedans, pour booster le taux de rénovation, on y trouve la présence d'obligations de rénovation avec une ambition graduelle et croissante. Évidemment, on ne va pas interdire tous les logements, A, enfin tous les logements de PEBC demain, ce ne serait pas faisable. Et donc pour voir un peu où on en est aujourd'hui, pour voir le chemin qui reste à faire, on peut quand même voir que, plus d'un tiers de nos logements ont un PEB de G ou F, ce qui est vraiment, vraiment très mauvais et par contre A, c'est-à-dire notre objectif, je le rappelle, il y a très peu de logements qui l'ont déjà aujourd'hui. Donc qu'est-ce qu'on fait maintenant? Voilà le timing qui est proposé dans le PACE. Donc les logements résidentiels sont divisés en 4 catégories. La première, ce sont les biens qui sont mis en location pour la première fois et pour ces biens, à partir de 2025 déjà, on ne pourra plus mettre pour la première fois un bien à louer qui soit de PEBG et après on voit qu'au fur et à mesure des années, on a des interdictions graduelles pour finalement interdire, le PEPD un peu avant 2035. La deuxième catégorie, ce sont les biens qui sont déjà en location et en cas de changement de locataire, donc pas n'importe quand, vraiment au moment où on change de locataire. Et là, on voit qu'on laisse un peu plus de temps avec une interdiction du PEBG en janvier 2027 et puis du PEBF en 2030. La troisième catégorie, ce sont les biens individuels, donc ceux qui ne sont pas loués, mais seulement en cas de changement de propriété. Et alors là, c'est un peu une règle particulière, c'est si par exemple j'achète une maison, eh bien j'aurai 5 ans pour l'amener à un PEB minimal et ce PEB minimal, c'est par exemple en juillet 2026. J'aurai alors 5 ans pour, avoir un PEB qui sera mieux que eux. Et donc on voit que là aussi c'est graduel, il y a 5 ans chaque fois entre chaque obligation. Et la dernière catégorie, ben, c'est tous les autres logements, donc les logements enfin tous les maisons individuelles qui ne changent pas de propriétaire. Et là, forcément, c'est un défi encore plus grand et on laisse un peu plus de temps pour interdire le PEBG à partir de 2031. Donc on le voit, les premières obligations vont quand même arriver dans les prochaines années. C'est vraiment un défi que ce soit, au niveau mise en capacité de tout le monde de faire ces travaux nécessaires. Aussi dans le secteur de la construction, la rénovation, arriver à avoir évidemment la manœuvre suffisante pour pouvoir y arriver. Alors, cette mesure, elle a été mise sur la table dans le PACE, donc elle a principalement un objectif climatique
moins émettre de CO2 en diminuant les consommations de chauffage des bâtiments. Mais en réalité, il y a un énorme deuxième volet aussi important à ces obligations de rénovation qui est évidemment un volet social. Parce qu'on sait bien qu'il y a des personnes les personnes plus démunies vivent généralement plus dans des passoires énergétiques et donc payent un 2e loyer, comme on dit, via leur facture énergétique. Et c'est pour ça qu'on est au là aujourd'hui. On va donc discuter ensemble de comment on pourrait amener tout le monde à nous suivre dans ces obligations qui vont être assez contraignantes pour toute une partie de la population. Donc, je vais pas être beaucoup plus longue, je vais juste vous expliquer le déroulé du webinaire. Donc je me suis chargée de l'introduction et on écoutera ensuite Julien Dijol, qui est directeur politique de Housing Europe et qui va nous parler, lui, de la situation dans d'autres pays d'Europe qui pourraient nous servir de modèle ou pas. Donc, voilà, nous dire ce qui a marché ou ce qui n'a pas marché. Comme je disais, il y aura à chaque fois des petites, séances de questions-réponses juste après les interventions et puis après, il y aura une séance de questions-réponses un peu plus grande à la fin. On écoutera ensuite, Françoise Barthiou et Nathalie Frogneux qui sont toutes les 2 chercheuses à l'UC Louvain, en sociologie et en philosophie. Et on terminera avec une intervention d'Amandine Poncin qui est, la représentante du réseau wallon de lutte contre la pauvreté aujourd'hui. Voilà, comme je le disais, je ne vais pas être plus longue et je vais directement laisser la parole, à Julia Dijol. Bonjour, merci Eva. Est-ce que vous pouvez me donner la possibilité de Ah, présenter moi-même, les slides? oui, Parce que alors j'ai pas norma les droits pour l'instant. OK, je vais faire ça tout de suite. Il doit y avoir ouais, il doit y avoir un bouton à cocher. Oui, En attendant, merci pour l'invitation aujourd'hui. Effectivement, ce que je vais essayer de faire, c'est montrer un peu ce qui se passe dans d'autres pays européens, et aussi chez vos voisins, du nord du pays, sachant quand même que c'est quelque chose de relativement nouveau, ces obligations de rénovation et donc il est difficile d'avoir, disons, un bilan définitif. D'accord? Donc merci, ça y est, je suis effectivement maintenant oui, je peux j'essaie juste d'arrêter de présenter. partager le mien. Ah ouais, non mais Je je vais essayer déjà le mien. Donc là, normalement, vous devriez, je pense, vous voyez mon écran? Oui, OK, super. parfait. Donc ce qu'on va essayer de voir dans les 20 minutes qui suivent, c'est, 3 points. D'abord les tendances en matière de décarbonation, un petit rappel du où est-ce qu'on en est dans le secteur du logement au niveau européen. Les exemples européens d'obligations de rénovation et qu'est-ce qu'on peut en dire maintenant, sachant comme je l'ai évoqué, c'est un peu tôt maintenant, hein, pour tirer des bilans définitifs. Et puis en dernier, pour conclure, les enjeux, les obstacles à éviter pour disons pour la version définitive, du plan wallon, puisque voilà, il est important de pas se tromper, dès le début. Alors les tendances en matière de décarbonation, je trouvais ça intéressant tout d'abord de dire que, bon, la décarbonation, elle a lieu, hein, dans le secteur du bâtiment. Elle a lieu depuis, les années 90. Là, je vous ai mis un graphique, d'une étude, récente du Haut Conseil, français pour le climat, qui a comparé plusieurs pays. Alors la Belgique n'y est pas, mais plusieurs pays européens, et voir la consommation, par mètre carré, de chauffage dans les logements et également les émissions directes de CO2 par mètre carré, pour le chauffage résidentiel. Les tendances sont les mêmes. Et ce qu'on voit, c'est que donc on a une tendance à la baisse, que globalement tous les pays sont plus ou moins, dans le même groupe. Il y a un pays qui fait un petit peu l'exception et positivement je dirais, c'est le dernier trait là en bas, c'est la Suède. Et ce qui est intéressant, on pourra en discuter, c'est qu'est-ce qui fait que la Suède a quasiment déjà décarboné son secteur, du bâtiment. Alors c'est intéressant parce que, pour le dire, brièvement, ils ont eu, un mélange de différents types d'approches, un mix entre, un changement du vecteur de chaleur avec notamment, des réseaux de chaleur qui sont très performants et qui sont partout sur le territoire, des obligations en matière de performance énergétique, des bâtiments et aussi un mix électrique qui est fortement décarboné, notamment, via l'hydroélectricité, mais aussi, l'énergie nucléaire. Alors, on va pas rentrer dans le débat, pour ou contre, mais le fait est, c'est qu'ils ont réussi à avoir,
un secteur du logement, en tout cas du chauffage résidentiel, qui est extrêmement, vertueux comparé aux voisins. Mais de manière générale, la tendance est plus ou moins à la baisse. Pour autant, comme l'a dit Eva au début, c'est pas suffisant pour respecter les objectifs, que l'Union européenne s'est, collectivement, imposés à elle-même, qui sont des objectifs compatibles avec l'accord de Paris. Heu, je vous donne juste un exemple très récent, la France, le gouvernement français a publié, il y a 3 jours, une feuille de route pour la décarbonation de l'économie, y compris le secteur résidentiel. Et ce qu'il en ressort, c'est que après avoir réduit, en 30 ans les émissions de CO2 de 30 à peu près, ce qui est d'ailleurs la moyenne, européenne, donc entre 1990 et 2020, il va falloir faire 34 en, à peu près 8 ans, d'entre donc 2022 et 2030. Donc avoir un rythme beaucoup plus élevé de réduction de CO2, dans le secteur du bâtiment. Alors, donc pour vous dire qu'effectivement, malgré la tendance, positive de décarbonation au niveau européen, y compris au niveau belge, ce n'est pas suffisant pour atteindre les objectifs, qu'on s'est collectivement, fixés. Il se trouve qu'en France, la France ayant aussi un mix électrique décarboné, effectivement, ce que le gouvernement français préconise, désormais, c'est quand même de focaliser sur les changements de vecteurs de chaleur, donc passer à l'électrification du chauffage, car en France, il y aurait un impact assez vite positif. Et donc c'est intéressant de voir que certains pays qui ont un mix électrique, déjà décarboné peuvent se permettre de focaliser uniquement sur la partie, changement de vecteur de chauffage, alors que d'autres, pays ne pourront pas faire l'économie, de l'efficacité énergétique de l'enveloppe, du bâtiment, ce qui effectivement rajoute au défi. Donc d'autres statistiques qui vous montrent ici, le pourcentage d'évolution des émissions de CO2 entre 2005 et 2020. Donc vous voyez, si ça vous intéresse, hein, pour la Belgique. Donc la Belgique fait partie, voilà, je dirais de la moyenne européenne sur la réduction, des émissions de CO2. Et on voit que, si on projette sur 2030, il y aura également une amélioration. Mais en revanche, ce ne sera pas, suffisant si on s'en tient aux mesures existantes. Donc il faudrait aller, plus loin sur un certain nombre de mesures pour être, dans les clous, des différents, accords, politiques. Alors, après avoir parlé de cette tendance qui donc à la fois est, objectivement positive, mais qui n'est pas suffisante, on va essayer de regarder quelques exemples de pays qui ont mis en place ces mesures supplémentaires nécessaires. Et je voulais focaliser sur la France parce que c'est le pays, sûrement en Europe, qui a, même si c'est très récent, mis en place, les obligations, donc les plus fortes, hein, sur les propriétaires. Et ça ressemble beaucoup à ce que la Wallonie semble, vouloir mettre en place, et que d'ailleurs d'autres pays, enfin, que la région flamande, par exemple, vient de mettre en place également. Donc si on regarde là, c'est, une carte, qui représente la répartition du parc de logement social selon les différentes étiquettes, énergétiques par région en France. Et en France métropolitaine, à gauche, hein, vous voyez globalement, qu'il y a, 46 de logements sociaux, ABC, 36 de logements sociaux D, et donc le reste, ce sont, les fameux EFG qu'on est censé faire disparaître, le plus rapidement possible. J'en profite pour faire une parenthèse, Housing Europe étant, la fédération européenne du logement social, je répète souvent, et c'est les faits sont là, le logement social est dans beaucoup de pays, le secteur, enfin le segment du marché du logement le plus performant en termes, d'énergie énergétique, mais aussi en termes de, utilisation efficace des ressources comme l'eau. Donc c'est important de le noter. C'est l'endroit où effectivement le public, fragilisé vit et se retrouve, mais c'est aussi l'endroit où, la performance énergétique et environnementale est la meilleure. Donc ça, c'est aussi un point à noter. Donc l'objectif, du gouvernement français était de faire disparaître les étiquettes EFG, le plus rapidement possible, et le logement social, fait partie, de ce défi. En tout cas, ils ont les mêmes obligations. Et ces obligations, là, on voit un petit peu, c'est la partie bleue, les obligations. Donc Eva nous montrait tout à l'heure le calendrier, pour le programme, enfin pour le PACE.
Eh bien, en France, ils ont également, ce calendrier qui veut faire disparaître, les, logements, classés G d'ici le 1er janvier 2025, les logements classés F d'ici 1er janvier 2028 et le logement classé E, le 1er janvier 2034. Et donc, on le voit sur le graphique, précédent. En ce qui concerne le logement social, ça fait à peu près 20 du stock de logements à faire, disparaître, en 10 ans. Donc c'est effectivement, quelque chose qui est très lourd à porter. Aujourd'hui, le secteur du logement social en France, souhaite faire tout ce qui est possible pour réaliser cet objectif, mais rien n'est garanti sur le fait que ça soit un succès. Donc la loi, indique un certain nombre de choses, mais pour l'instant, il n'est pas garanti que ça va se réaliser. D'autant moins que les toutes premières informations, qui ressortent en France, c'est que, évidemment, il va y avoir, des gros défis. Là, je vous ai mis des extraits alors le premier à gauche, hein, c'est l'Institut national français de la statistique, donc tout à fait officiel, qui nous rappelle que sans, travaux de rénovation énergétique, près d'un logement, de l'Île-de-France, donc la région parisienne, au sens large, sur 2 sera bientôt, interdit à la location au 1er janvier, je l'ai dit, hein, 2025 parce qu'ils seront, en catégorie, G et ça sera interdit, à la location. Donc vous voyez, le caractère, très, très, très fort, hein, du défi. Et une des conséquences de ça, c'est le petit extrait sur la droite, c'est que, il y a une vague de mise en vente, par les propriétaires de logements étiquetés G, une vague de mise en vente, pour, éviter de devoir, subir, les obligations, et notamment par manque de moyens, malgré ce que le gouvernement français a mis en place, hein, en termes de subventions et d'assistance. Donc ça nous dit quand même qu'en France, cette obligation, stricte avec une deadline stricte a eu un impact sur, l'évolution, donc sur les ventes et également du coup sur l'offre locative. Donc c'est intéressant à noter et tout l'enjeu, pour rester dans ces obligations justes, hein, la question de la justice sociale, tout l'enjeu, c'est de faire en sorte que ces obligations ne perturbent pas négativement, l'offre locative, et ne créent pas, notamment, une situation où il y aurait une partie du marché dont personne ne veut, qui serait soustrait au marché de la location et donc avec une forte tension. Ce qui, dans certains cas en France, apparemment, est en train de se produire, donc il y a beaucoup de prudence, et il semblerait que le gouvernement français soit en train de voir comment un peu modifier, la loi ou les obligations pour les rendre plus souples. Mais j'y reviendrai, hein, sur la question de la souplesse et de la flexibilité. Le deuxième exemple, c'est le Royaume-Uni. Donc le Royaume-Uni, alors là, je vais passer tout de suite juste le point d'après. Je suis désolé, c'est en anglais, on va faire un peu de cours de langue en même temps, parce que c'est intéressant. Ils expliquent assez bien ce qui s'est passé au Royaume-Uni. Donc dans un premier temps, enfin disons, il y a eu une obligation qui était, depuis 2018 d'atteindre au moins le PEB, E pour tous les logements. Petite parenthèse, la définition des PEB n'est pas la même partout en Europe. Elle est même pas la même en Belgique, hein, puisque un A n'est pas équivalent en Wallonie ou en Flandre. Donc n'essayez pas trop de comparer avec la Wallonie si je vous dis PEBE pour le Royaume-Uni. Et donc la loi a déjà obligé que tous soient PEBE en 2018 et désormais la nouvelle loi, c'est que, tous doivent être, PEB-C au 1er avril 2025, et en tout cas pour toutes les nouveaux baux, donc les nouvelles, mises en location. En ce qui concerne les propriétaires qui vivent dans leur logement, ils auront, plus de temps pour, faire, les travaux. Alors ce qui est assez récent au Royaume-Uni, c'est que la question des sanctions financières a été posée, question ô combien, douloureuse et sensible politiquement et donc il y aura des sanctions pour les propriétaires qui, ne se conforment pas à la loi et donc désormais, en 2025, la sanction, si on ne se conforme pas à la loi, c'est, 30 000 livres sterling. Hem et donc là, c'est un vrai sujet, évidemment, pour les propriétaires en Grande-Bretagne. Il faut savoir que
en Grande-Bretagne, il y a eu ce qu'on appelle, et là je reviens un peu derrière, hein, il y a eu, ce qu'on appelle une clause une clause disons de possibilité, de faisabilité technique et financière. C'est-à-dire que cette norme dont je vous ai parlé, le fait qu'en 2025, tout le monde doit être, EPC-E, elle n'est valable que si, les travaux, ne grèvent pas trop fortement le budget, des propriétaires. Et le gouvernement britannique a mis un seuil de 20 000 livres sterling, au-delà duquel on considère alors que la rénovation, n'est pas, faisable, au niveau, financier, et donc du coup, il y a des exemptions dans cette possibilité, dans ce cas de figure. Cette, obligation, d'atteindre le niveau C, le PEB-C, elle a été repoussée en 2030 pour les logements sociaux. Donc là, en Grande-Bretagne, ils font la différence entre les logements privés et les logements sociaux. Les logements sociaux bénéficient, d'un peu plus de flexibilité pour éviter de devoir, ponctionner les finances, des bailleurs sociaux, enfin des organismes de logements sociaux, avec des conséquences négatives sur, la possibilité de construire du neuf, par exemple, ou aussi, les risques d'augmentation, des loyers. Bien qu'en Grande-Bretagne, ça soit tout à fait, régulé et très rare. Et donc la clause de faisabilité financière est assez intéressante parce qu'elle permet vraiment, de s'assurer qu'on n'est pas dans une situation qui serait totalement, injuste, socialement. Donc mais à noter quand même que c'est quelque chose, qui semble plus ambitieux en termes PEB, sachant encore une fois que c'est pas tout à fait, la même définition que ni en France ni en Wallonie d'ailleurs. Hem, je voulais aussi, bah, vous le savez sûrement mieux que moi, hein, mais en Flandre, depuis le 1er janvier 2023, hein, donc cette année, il y a des obligations qui sont entrées en vigueur. Et ce qui est intéressant, en Flandre comme système, c'est que, c'est pas une obligation fixe à une certaine date, d'avoir, réalisé quelque chose, mais c'est en revanche à partir d'une certaine date, vous aurez un certain nombre d'années pour faire un certain nombre de travaux et atteindre, un PEB, un niveau de PEB particulier, et ça, c'est un modèle, qui est intéressant, qu'on retrouve effectivement, si j'ai bien compris, en partie en Wallonie pour certains aspects, et qui n'est pas celui que la France a choisi. Donc, on voit déjà quand même une petite différence dans l'approche qui pourrait être, intéressante à analyser pour la Wallonie, et choisir, la version peut-être qui est la moins problématique au niveau de la justice sociale. Donc pour la Flandre, il y a donc une différence entre les petites unités non résidentielles, mais ça on va passer, et le résidentiel, c'est en dessous. Le résidentiel, c'est donc à partir du 1er janvier 2023, vous avez, en gros, 5 ans pour, atteindre le label D. Et on réduit également comme ça à chaque fois ou plutôt on accroît les obligations suivant, avec des objectifs et des deadlines qui sont différentes. Mais à chaque fois, l'idée, c'est que à partir de l'année en question, que ce soit 2023, 2028 ou 2035, vous avez un certain nombre d'années pour, arriver, aux objectifs. En ce qui concerne les Pays-Bas, c'est assez intéressant, et je suis désolé, ça c'est encore en anglais. Ce qui est assez intéressant, c'est que, il y a là aussi aux Pays-Bas, alors la même volonté de faire disparaître les logements les plus, énergivores, donc EF et G. Mais ce qui est intéressant aux Pays-Bas, c'est 2 choses. D'abord, c'est que c'est pas une loi, hein, enfin, c'est pas une législation, qui oblige le secteur du logement social, mais il y a une volonté du secteur du logement social lui-même d'atteindre ses objectifs. Et c'est quelque chose d'assez, propre aux Pays-Bas, hein. C'est beaucoup de contrats, passés entre le gouvernement et les secteurs, de l'économie. Donc là, c'est vraiment de l'ordre presque du volontariat, mais c'est du donnant-donnant, puisque l'idée, c'est d'obliger, enfin, en tout cas, de demander au logement social de réaliser, un certain nombre de choses. En échange, le gouvernement va, subventionner, le secteur du logement social. Donc là, l'idée, c'est EFG doit disparaître d'ici 2028, donc c'est quand même, un effort très important. Mais à nouveau, aux Pays-Bas, il y a cette clause, je crois que je ne l'ai pas marqué ici, mais cette clause,
de faisabilité. C'est-à-dire qu'en cas de circonstances exceptionnelles, ou de manque de faisabilité financière, il peut y avoir une flexibilité ou un allongement, de ces obligations. Enfin, en tout cas de ce contrat passé entre le gouvernement et le secteur du logement social. Hem Alors ça, oui, je voulais, également, évoquer le cas, intéressant de l'Allemagne, parce que ça nous renseigne sur le type de défi, que le secteur, du logement en général, le logement social en particulier, doit faire face. L'Allemagne est un cas intéressant parce qu'ils ont commencé très tôt à faire de la rénovation, de leur logement, et donc ce graphique en allemand nous dit la consommation d'énergie, donc en kilowattheures par mètre carré par an, depuis 1990. Il y a 2 grandes phases. Il y a une première phase où la consommation a été réduite de 31% entre 1990 et 2010, et ensuite il y a eu une stagnation entre 2010 et 2018, et donc cette stagnation, semble-t-il, a été due, à plusieurs choses. D'abord, l'existence, de l'effet rebond, le fameux effet rebond, c'est-à-dire que, les logements continuent à être de plus en plus efficaces, hein, au niveau de l'enveloppe, mais les comportements, n'étaient pas forcément adaptés. C'est-à-dire qu'il y avait une surconsommation des équipements qui eux-mêmes étaient devenus plus efficaces au niveau énergétique. La deuxième raison pour laquelle il y a eu cette stagnation, semble-t-il, ça a été sur la qualité des travaux effectués. Il y aura voilà, d'après ce qu'on peut analyser, ce qui nous a été dit, effectivement, il y a eu des problèmes sur la qualité, de la rénovation, et ça nous renseigne aussi sur, un des enjeux et un des potentiels problèmes, qui vont se faire jour, dans les prochaines années avec cette vague de rénovation qui est en cours. C'est la question à la fois, bon, de la fraude, hein, au PEB, mais aussi la question de, la qualité, des travaux effectués, pour réaliser, donc les économies d'énergie nécessaires. Donc ça, c'est un point de vigilance que, tous les pays européens, vont devoir souligner. Donc ces obligations de rénovation, qui se mettent en place un peu partout en Europe, mais pas encore dans la majorité des cas, hein, puisque là je vous ai donné finalement les exemples, les seuls exemples qui existent, hein, parce que quand même sur 27 pays, 20, ça fait pas beaucoup. Mais dans le futur, il y aura sûrement des choses similaires. Mais malgré ces obligations plutôt sont confrontées à un contexte assez difficile aujourd'hui. Bon, vous le savez sûrement, la question, du manque de financement. Alors j'évoquais la RBC, dans la région Bruxelles-Capitale, puisqu'on l'a appris, quand même récemment, c'est-à-dire que les budgets alloués à la rénovation, au plan de rénovation, seraient déjà épuisés en partie, alors qu'on n'est pas au milieu de l'année. Donc il y a une question effectivement, d'épuisement, des ressources publiques. Il y a eu le même type de choses en Allemagne qui se sont passées, mais cette fois-ci du côté de la banque publique, pour, le développement, qui est KfW, et donc il y avait un programme de prêts spécifiques à la rénovation, prêts bonifiés. Il a été, très rapidement, asséché. Donc là, effectivement, la question des financements, elle est cruciale, et les obstacles là sont assez, parlants. Deuxième élément de ce contexte difficile, c'est le coût des rénovations. Coût des rénovations, on le sait, en gros, Eurostat nous dit que le coût des rénovations a augmenté en moyenne de 20% sur une année, hein, donc entre, la fin, 2021 et la fin 2022, hein, plus 20% en moyenne sur les rénovations. Alors pour certains matériaux de rénovation ou de construction, c'est en train un peu de s'apaiser, mais pour d'autres, ça reste quand même toujours problématique. Le troisième point, c'est le manque de main-d'œuvre. La France a calculé que pour former et recruter, des nouveaux enfin, il faudrait arriver plutôt à un rythme 2 fois supérieur au rythme actuel en matière de formation et de recrutement, sur le secteur de la rénovation. Et enfin, le dernier point, c'est la question de l'instabilité réglementaire. Alors, j'ai fait mon slide avant que, le Premier ministre, belge, ne parle de pause réglementaire et de la nécessité d'avoir de la stabilité réglementaire. Bon, franchement, c'était pas l'objectif, de rappeler ça. En revanche, ce qui est intéressant, c'est de la question de ce qui se passe au niveau européen. Au niveau européen, on est en train de réviser la performance énergétique des la directive sur la performance énergétique des bâtiments, et avec notamment
tout un tas de règles sur les obligations de rénovation disons, du parc le plus énergivore. Également avec ce qui va sûrement se faire jour, c'est une redéfinition du calcul des différents PEB. Et donc là, le souci, en tout cas, ce qui pourrait arriver, c'est qu'on n'ait pas les mêmes définitions dans 2 ans que maintenant. Et donc, au moment où la Wallonie essaye de mettre en place son PACE, ou la Flandre, ou la région Bruxelles-Capitale font de même, eh bien, il va peut-être y avoir besoin de changer à nouveau les règles, notamment sur la définition du PEB. Alors les États membres sont quand même évidemment du coup très, très prudents, ils proposent d'autres choses que réviser, le PEB, mais la Commission européenne aimerait avoir une méthode unique de calcul, du certificat de performance énergétique, donc du PEB, y compris une méthode unique de définition, des lettres. Alors qu'est-ce que c'est que le G? Qu'est-ce que c'est que le A? Et cetera. Et si, cette proposition de la commission, est adoptée, il va falloir que la Wallonie rechange à nouveau, ses définitions de différentes lettres, ce qui évidemment, n'est pas idéal quand on est censé, accélérer. Donc, nous, on a quand même alerté, à la fois la Commission européenne, les parlementaires européens pour dire: «Ouais, attention, on est exactement au moment où il faut que ça soit un peu stable pour qu'on puisse savoir où on va». Et donc voilà, ça participe du contexte un peu difficile. Et pour conclure, je voulais, en 3 points, vous faire part de mes réflexions sur comment faire pour que les mesures soient socialement justes en matière d'obligation de rénovation. Alors, premier point, c'est la question de la flexibilité dans la définition et la mise en œuvre de ces obligations. Je l'ai dit, hein, au début, il y a un cas, je dirais qu'il y a un exemple qui est pas, forcément la bonne pratique, c'est le cas français où il y a eu des deadlines fixes, qui a entraîné un effet, sur, à la fois la question de l'offre locative. Et du coup, le gouvernement français est en train de voir si on ne peut pas changer, les règles. Donc là, voilà, il y a eu ce qu'on appelle un rétropédalage. Donc il est tout à fait important que les règles, dès le départ, permettent, la flexibilité suffisante suivant les catégories de personnes, de propriétaires et les différents segments. Le deuxième point, c'est, l'importance d'intégrer différents éléments dans les programmes de rénovation. En tout cas, dans le secteur du logement social, ce qui est important et la manière dont on embarque les locataires avec nous, c'est de parler, d'autre chose que le CO2. Parce que le CO2, c'est pas tangible, alors que la qualité de vie, le confort d'été, la végétalisation, l'ex l'existence de nouveaux services et de nouveaux commerces, ça, c'est quelque chose qui parle aux locataires et qui parle de manière générale aux résidents. Alors ce n'est pas pour dire que le CO2, c'est pas important, mais en réalité, on se rend compte que le CO2 n'est qu'un co-bénéfice qui est effectivement crucial, mais qui n'est pas le point central, qui est utilisé quand on veut être en relation avec les résidents et avec les citoyens en général. Il faut pouvoir expliquer que derrière, il y a une amélioration du confort de vie, de la qualité de vie, et ça, c'est généralement ce qui nous fait, avancer vers plus d'acceptation sociale et donc vers des programmes, qui sont vertueux. Le 3e point, c'est l'importance de miser sur les réseaux, sur les énergies renouvelables, les réseaux de chaleur. Bien souvent, les obligations de rénovation, nous empêchent de penser, à l'utilisation du chauffage qui va être faite à côté. Notamment, comment connecter, la maison à un réseau de chaleur, à une communauté de l'énergie, comment utiliser les ressources disponibles. La géothermie, quelque chose qui est très, très peu utilisé, mais on se rend compte de plus en plus que la technologie nous permet, de taper dans disons, de puiser dans ce potentiel, géothermique un peu partout, et non plus, nécessairement dans les zones qui étaient, délimitées, à haut potentiel en géothermie. De même que, aujourd'hui les réseaux de chaleur, sur, la biomasse ou utilisant la biomasse ou la méthanisation, sont de plus en plus utilisés. La chaleur fatale, donc le fait que vous utilisez la chaleur qui est en excès, due aux industries environnantes ou aux services environnants, c'est quelque chose qui est de plus en plus utilisé, notamment dans les grandes villes. Il y a des exemples à Paris
On a même des exemples intéressants, mais tout à fait logiques, d'utilisation de la chaleur des lacs et par exemple, à Genève, la ville de Genève utilise la chaleur du lac pour alimenter son réseau de chaleur. Donc c'est toute cette réflexion sur l'identification des ressources disponibles et aller là où elles le sont et faire attention à ne pas se jeter dans une solution technologique unique qui serait pas forcément la plus optimale. La question des communautés de l'énergie aussi est importante, puisque c'est là où on voit les synergies entre le secteur résidentiel et le secteur non résidentiel. Et donc quand on arrive à prendre, tout ça en compte, en général, c'est là où on a le meilleur impact sur le CO2. Parce qu'on a travaillé sur l'enveloppe des bâtiments, mais aussi on a travaillé sur la décarbonation de la chaleur, et aussi, du refroidissement, puisque ça, c'est de plus en plus quelque chose de fondamental. Donc voilà, ce sont 3 points qui, du point de vue du secteur du logement social européen sont fondamentaux, pour arriver à des obligations de rénovation, qui soient justes. Voilà, je m'arrête là et je suis content de pouvoir discuter avec vous, si vous avez des questions. Super, merci Julien. Donc beaucoup d'exemples à l'étranger, aussi beaucoup de conseils, fort Oui, intéressants. oui, je vais Hem, essayer d'enlever le oui, j'ai eu du mal aussi. je vais essayer d'enlever mon je vais y arriver, voilà, je pense que c'est bon. Ouais, stop share, Hem, voilà. oui, donc pour essayer de tenir le timing, on va essayer de faire une séance de questions-réponses vraiment, très rapide, mais sachant que Julien ne sera plus là à la grosse séance de questions-réponses à la fin. Donc si vous avez vraiment des questions brûlantes, on va prendre une ou 2 questions rapides, s'il vous plaît. Slow heat, slow heat. Qui alors je ne sais Heu pas ce que slow heat veut dire, si c'est la basse température, c'est un généralement mouvement, c'est un ouais, thème de recherche, à l'UC Louvain, je pense. Un voilà, un mouvement qui voudrait qu'on se chauffe plus soi-même que chauffer le bâtiment. Il y aurait beaucoup à en dire, mais voilà, je sais pas si, je vais peut-être redonner d'abord la parole aux personnes qui ont levé la main et puis, si on a encore un peu de temps, oui. on élaborera, Martin? Oui, bonjour. Merci Monsieur Dijol pour l'exposé. Juste une petite demande. Est-ce qu'il y a moyen d'avoir les chiffres pour la Belgique et pour la Wallonie? Parce qu'on entend souvent dire que, enfin, c'est peut-être, ou bien alors c'est peut-être le but d'une présentation après, mais on entend souvent dire que le bâti wallon est particulièrement vétuste et d'une piètre performance énergétique. Donc, c'était voir si on pouvait avoir les chiffres en comparaison aux chiffres internationaux. Merci beaucoup. Oui, alors j'imagine que je pense qu'Anopéa doit avoir cette information, mais il y a 2 choses, hein. Ce qui est particulièrement caractéristique de la Belgique en général, c'est l'ancienneté du bâti. Donc c'est le pays en Europe où le bâti est en moyenne le plus ancien. Donc évidemment, ça joue globalement sur les performances énergétiques. Moi, ce que je vous ai montré à un moment donné, le graphe, c'était sur la réduction des émissions de CO2 et en ça, la Belgique est tout à fait dans la moyenne européenne. Donc, il y a une tendance claire à la réduction, des émissions de CO2. Mais comme le bâti est ancien et que globalement les performances sont pas bonnes, beh, c'est un bâti qui émet beaucoup de CO2. Donc, on part d'assez loin. On part de très loin et malgré donc les bou disons, malgré le fait qu'il y ait une réduction depuis 30 ans du CO2 émis, dans la moyenne européenne, bah, comme vous partez de loin, beh, en gros, voilà, ça fait beaucoup d'efforts encore dans les prochaines années. Ah voilà, il y a quelqu'un qui vous met 43 de F et G. Oui, bah, ça vous le trouvez, sur, 43 de F et G, effectivement, ça fait beaucoup, hein, pour la France, je vous l'ai dit, en F et G, en E, F et G dans le logement social, c'est 18 et en EFG dans le logement en tout, on doit être supérieur, hein, mais on doit être autour de maximum 25. Comme ça vous donne une idée. En France, EFG 25, en Belgique, en Wallonie ou en Belgique, F et G, c'est 43 seulement F et G. Donc effectivement, voilà, on part de plus loin, mais les tendances sont, globalement, dans la moyenne, quoi, sur la décarbonation.
Oui, et comme je vois plus d'autres questions, on peut peut-être revenir sur celle de Julia qui parlait de salubrité, mais peut-être qu'elle voulait dire sobriété. Je ne sais pas si vous voulez, élaborer un peu plus votre question? Ouais. Salubrité. Non, peut-être salubrité. En France, au départ, cette idée de faire, disparaître les bâtiments G, c'était une question de salubrité. C'est-à-dire, on a fait rentrer dans la définition du logement insalubre ou salubre, la question de la performance énergétique. Et donc ce qui est G, bâtiment G+, donc les G+, c'est vraiment le pire du G. C'est, je crois, au-delà de 300 kWh ou 400 kWh par mètre carré par an, eh bien, ce sont des logements insalubres. Et donc, il est alors là strictement interdit de les mettre en location sous peine de gros problèmes, grosses amendes. Mais donc, oui, il y a un lien entre la salubrité et la performance énergétique. Cela dit, il y a un lien au tout début, quoi, hein, sur les bâtiments les plus énergivores. Après, on peut discuter de savoir si un bâtiment F est insalubre. Voilà. 43% des logements en Wallonie, F et G, ils sont pas tous, insalubres. Oui, donc je vois qu'elle a mis une petite précision, rénover vite et mal, parfois ça augmente le nombre de logements mal ventilés. Donc c'était bien, OK, salubrité. point très important, effectivement, la question de la ventilation. Il y a des études qui ont maintenant, sont sorties sur, la ventilation, et la qualité de l'air après la rénovation, et c'est vrai que les études sont assez, mitigées. C'est-à-dire on a quand même des situations où la qualité de l'air n'a pas augmenté, voire a baissé après la rénovation. Oui, donc il y a un vrai sujet sur la qualité de l'air, ce qui veut dire un vrai sujet sur la question, de la gestion, de l'étanchéité à l'air, et la question de la ventilation. C'était déjà un sujet sur le neuf, avec les maisons, avec les logements de type passif, notamment en région bruxelloise. Mais maintenant, des études montrent que c'est quelque chose sur lequel il faut vraiment, faire attention parce que c'est pas systématique. Souvent, on pense, voilà, on rénove et on va résoudre tous les problèmes connexes. En fait, non. On rénove et parfois, il y a encore un problème de qualité de l'air et il y a encore un problème de confort d'été, puisque vous le savez, enfin, c'est pas systématiquement la même chose, hein. On va parfois utiliser des matériaux dans la rénovation qui ont une très, faible, inertie thermique et du coup qui sont pas excellents pour le confort d'été. Là aussi ça exige de la part du secteur de la construction, de se former, et de bien, jouer sur tous les tableaux. Ah voilà, Oui, c'est par exactement le commentaire, Géraldine sur, le déphasage, donc c'est la question de l'inertie thermique. Exactement. En France, la nouvelle réglementation pour le neuf, qu'on appelle la réglementation européenne, environnementale 2020, heu, a parmi ses composants la question du confort d'été. Donc il y a une obligation de regarder, d'avoir un nombre maximum de jours avec, une température au-delà de, bon, je sais plus, je connais plus le seuil, mais donc voilà, obligation d'utiliser des matériaux qui sont adaptés à un climat de plus en plus chaud. Ce qui, effectivement, parfois est un peu contre-intuitif, par exemple le bois, non isolant, très bien en matière de contenu carbone, mais faible inertie thermique, pas très bien en matière de confort d'été, sauf à mettre beaucoup, d'isolant, à côté, voilà. Tout ça, c'est des choses à effectivement à regarder. super, bah, merci beaucoup. On va devoir malheureusement déjà passer à nos 2 intervenantes suivantes. Merci. Voilà, merci. Merci beaucoup, pour l'invitation et pour, l'initiative. Ça nous semble évidemment particulièrement intéressant, donc nous étions, très enthousiastes de pouvoir échanger, avec tout le monde et donc nous avons, pris l'option qui consiste à, poser quelques questions en fait, donc bien sûr on ne peut pas couvrir un document aussi important et aussi, varié que celui-là et donc nous allons essayer de poser seulement quelques petites questions sur la Wallonie en particulier. Donc là, le focus se restreint par rapport à l'intervenant précédent, Monsieur Dijol. Alors ici,
Je retrouve ma souris. Là, voilà. Voilà. Donc, ça ne bouge pas. Voilà. Nous allons définir notre cadre, nos 2 soucis et voir comment nous pouvons appliquer de manière juste ces obligations de rénovation selon le PEB. Donc, nous allons nous focaliser sur la question du PEB. Nous partons d'un constat qui a été dressé par David Van Reybrouck, c'est que nous colonisons l'avenir. C'est un ouvrage récent de 2023 qu'il a intitulé de cette manière-là. L'expression de David Van Reybrouck qui nous semblait particulièrement pertinente, puisque vous savez que le 26 mars est la date à laquelle nous avons dépassé l'usage des ressources disponibles à l'échelle belge en 22. Et donc, ce que nous voulions faire, c'était attirer l'attention sur le fait, on peut passer à la suivante, qu'il y a, on peut passer, oui, qu'il y a en réalité une injustice qui peut être sociale à 2 égards. C'est celle de la population la plus fragile, mais dans cette population la plus fragile, il faut prendre évidemment en considération les populations qui sont nées plus récemment. Et plus elles sont nées récemment, plus elles sont vulnérables et fragiles. Et donc, ce que nous voudrions proposer, notre souci, c'est évidemment de ne pas fragiliser davantage les populations qui sont déjà fragiles. Et pour cela, il faut à la fois poursuivre un effort drastique et en même temps un effort drastique pour ne pas fragiliser les plus fragiles qui sont ceux à venir ou les enfants nés récemment. Et puis évidemment ceux qui sont fragiles pour des raisons sociales ou économiques. Donc les générations dites futures, en fait, sont les générations déjà actuelles, puisque en raison des changements climatiques, une européenne née en 93 vivra 13 fois plus de vagues de chaleur qu'une européenne née en 60, puisqu'il n'en a vécu, donc s'il est né en 60. Une européenne née en 2020, donc qui a actuellement 3 ans, on vivra 25 fois plus qu'une européenne qui est née en 60. Donc on peut passer peut-être à la dia suivante, mais comme on enregistre, vous pourrez éventuellement revenir sur les dias si vous avez besoin de plus de temps pour les revoir. Ce que nous avons constaté, c'est la dia suivante, c'est qu'en fait, l'argent ne ruisselle pas du haut de la pyramide sociale vers le bas, que cette théorie du ruissellement des riches vers les pauvres est erronée, en Belgique comme ailleurs. Donc l'argent n'est pas liquide. Les inégalités se creusent, les riches s'enrichissent et les pauvres s'appauvrissent avec la crise environnementale. On a vu notamment en Wallonie, dans la vallée de l'Ourthe, que c'était des populations fragiles qui étaient les plus touchées et donc qui se sont... Oui, 21, pardon. Les populations les plus fragiles qui donc sont dans une situation difficile de devoir reconstruire après des événements comme cela, des événements extrêmes comme cela. Et donc, la question, on peut passer à la suivante. La question donc est de bien voir que il y aurait un objectif consiste à ne pas fragiliser les plus fragiles, mais qui irait même de manière un peu plus ambitieuse jusqu'à la nécessité d'un redressement, en fait, de ces injustices sociales et environnementales qui ont tendance à se cumuler et à se renforcer. Donc, notre souci, ça a été de regarder un peu dans le PACE comment nous pouvons faire pour rendre les mesures effectives et comment les mesures pour une plus grande justice sociale peuvent aller de pair avec une plus grande prise en charge de la vulnérabilité environnementale. Alors, ce que nous proposons, c'est en fait de nous arrêter quelques minutes sur la question de la fiscalité actuelle, parce qu'il nous semble que dans la situation actuelle, nous n'atteignons pas cet objectif, puisque nous avons des mesures fiscales qui sont contre-productives dans le domaine du logement. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que plus de la moitié des ménages des 5 déciles supérieurs, donc c'est 50% des plus riches
en Wallonie ont un prêt hypothécaire. Or, la déductibilité des prêts hypothécaires favorise les ménages périurbains et subsidie l'étalement urbain, ce qui est en fait contraire à l'objectif de réduction des émissions de CO2. Pour la rénovation, les primes déductibles fiscalement, les conseils gratuits, etc., ne sont accessibles qu'aux propriétaires, mais ils sont payés par tous. Et donc, là aussi, il y a un effet qui nous semble renforcer la vulnérabilité des vulnérables plutôt que de la contrer. Depuis juillet 2022, la réduction à 6% de la TVA sur les panneaux solaires et les pompes à chaleur va bénéficier surtout aux personnes qui sont capables de le placer, et ce sont normalement des personnes qui ont déjà une situation favorable, qui ne sont pas dans une passoire énergétique. Dans la facture d'électricité, la taxe pour les énergies renouvelables, notamment les panneaux solaires, on constate qu'elles sont payées par tous alors que les locataires n'en profitent pas. Alors, on peut prendre un autre exemple qui n'est pas celui du logement, mais qui est celui des voitures salaires. On voit aussi que là, pour les bénéficiaires, l'achat d'un logement plus grand, plus éloigné du lieu de travail, donnant droit à des primes à la rénovation supérieure en Wallonie, va être favorisé par cette mesure-là. Et en plus, bon, il faudra bien sûr avoir un logement d'assez grande taille pour avoir la possibilité de recharger les voitures lorsqu'elles seront électriques. Alors, si on réduit cet avantage fiscal des voitures salaires, on pourra avoir de plus grandes rentrées fiscales, puisqu'on voit bien que les voitures salaires engendrent une réduction des rentrées fiscales. Voilà, donc on est rentré dans des questions un peu concrètes pour essayer de voir comment nos deux soucis peuvent être rencontrés. On peut passer à la dia suivante. La question qui nous intéresse au moment où il faut implémenter ce PSE, donc j'étais à la précédente en fait, juste comment ne pas rater sa cible et ne pas renforcer les injustices. Vous avez compris que c'était notre souci. Ici, c'est une question qui est soulevée par exemple à la page 14 du document. On se demandait comment donc ne pas renforcer les injustices, et c'est une préoccupation du document. Hein. Donc simplement, nous posons des questions un peu plus pointues pour voir comment le réaliser, comment ne pas engendrer de dissipation ou de dilapidation. Ce que nous appelons la dissipation de l'énergie, c'est vraiment des pertes d'énergie qui sont inutiles. Enfin, on perd de l'énergie parce qu'on la dépense inutilement dans des passoires énergétiques. La dilapidation, ce serait l'usage d'énergie précieuse qui serait à des fins, qui serait prise à des fins futiles. Donc, ce sont selon nous les deux ennemis de des politiques pour réduire la consommation énergétique dans le résidentiel en Belgique. Alors maintenant, on peut voir la dia suivante. On voit en réalité qu'il y a une droite proportionnelle entre la richesse et les émissions de CO2, en particulier pour les personnes en situation de précarité. C'est une expression qu'on retrouve parfois dans le document, mais qu'il faudrait prendre de manière très, comment dire, qu'il faudrait prendre avec beaucoup de précaution parce que elles consomment plus par le fait qu'elles sont dans des passoires énergétiques, mais de toute façon, elles consomment moins et elles dépensent moins que les personnes les plus riches. Donc, elles tirent moins le bénéfice de leurs dépenses. Je suis à la suivante. Alors, la question, donc, vous avez compris, si on prend en considération les populations futures, enfin, présentes, les jeunes, les petits, les tout petits et les personnes futures, vous voyez qu'il s'agit d'augmenter la vitesse d'action, puisque ce sont aussi des vulnérables. Ce sont des vulnérables au même titre que les populations vulnérables contemporaines. Et donc, comment faire pour
que les mesures que nous souhaitons et que nous souhaitons en fait depuis 40 ans soient prises effectivement, parce que qu'est-ce qui nous empêche en fait de réaliser ces rénovations? C'est une question que nous nous posons et que nous voulons vous soumettre et que nous aimerions réfléchir avec vous. C'est pour ça qu'on se disait peut-être qu'on est dans le début d'un processus et qu'on devrait revenir sur cette question encore par la suite. Comment passer de la volonté à la réalisation effective? On voit bien qu'il y a une espèce de vœu pieux qui est répété et qu'on a beaucoup de mal en fait à réaliser les transformations nécessaires. Donc, on se demande en fait quels sont les verrous et on va essayer d'en identifier quelques-uns. Comment donc traduire les obligations en pratiques concrètes? Je suis à la suivante. Il nous semble d'abord que ce qui serait très important, c'est d'avoir des données fiables. On l'a dit déjà, Monsieur Dijol l'a dit dans l'exposé précédent, un PEB ne vaut pas un autre PEB, il y a un flou sur les lettres, etc. Est-ce qu'il n'y a pas là un risque en fait de se méprendre sur les personnes qui sont effectivement vulnérables? Il faudrait que l'on ait des instruments qui nous permettent d'identifier les personnes qui ont besoin de primes et d'aides et s'assurer que les primes et les aides ne vont pas vers des personnes qui n'en ont pas besoin. Mais pour ça, il faut évidemment établir des critères précis, ne produire ni des faux positifs ni des faux négatifs. Alors, ce qui nous semble très important, c'est d'établir la performance énergétique des bâtiments avant et après leur rénovation. Une suggestion que nous faisions qui va un petit peu dans le sens de ce qui s'est passé récemment en Italie avec le 110, c'est d'avoir des primes à condition qu'il y ait un saut de 2 lettres dans le PEB et donc des mesures qui soit liée à une amélioration drastique en fait de la situation. Alors, on pensait aussi que plutôt que d'avoir une initiative individuelle pour les bâtiments, que ce soit dans les villages-rues, mais ça peut être aussi dans les quartiers, il y ait l'organisation de certification systématique qui pourrait être organisée par la commune. Et donc, on n'attendrait pas l'initiative de chacun, mais on aurait, comme on a eu, je prends l'exemple du recensement, on avait décidé de recenser la population, et bien on avait des agents qui allaient systématiquement vérifier donc, qui vivait où. Ici, on aurait des agents qui iraient vérifier quel est le PEB. Alors, la suivante, le marché de la rénovation. On se demandait, en fait, c'est une question qui apparaît à la page 153 et la page 155. Y a-t-il suffisamment d'entreprises avec du personnel suffisamment formé pour rénover les bâtiments en Wallonie? Donc, on parle beaucoup de la pénurie dans certains métiers, etc. Voilà, il faudrait peut-être aller un peu plus loin dans ce qui est énoncé à ces pages-là pour être sûr que la volonté puisse déboucher sur une réalisation effective de cette amélioration des logements. Donc, quelles sont les stratégies de formation et de formation continue qui sont développées avec les entreprises actuellement actives, occasionnellement ou régulièrement dans le domaine? Quel est le rôle du forum? Comment travaille-t-il? Il faudrait peut-être voir un petit peu. Et puis, l'enseignement. Est-ce que l'enseignement est vraiment adapté aux besoins lorsque l'on a décidé d'améliorer les logements en Wallonie? Alors, quelle priorité établir? Est-ce qu'on s'attaque à tous les bâtiments en même temps? Est-ce qu'on doit avoir un ordre de priorité? Ou pas? Oui, quand je parle des pages, je voulais dire, quand je vous parle des pages 153, 155, c'est évidemment du PACE. Hein. Voilà. Alors, on a pris 3 exemples. Si on a encore 1 minute, Eva, vous nous laissez encore 1 minute? Alors, je ne vois pas l'heure, mais Parce qu'on a un peu débordé. Donc, on a pris l'exemple des propriétaires bailleurs.
Donc, l'idée suivante. Oui, bon, c'est celle-là. Les propriétaires bailleurs, pour stimuler la rénovation des bâtiments qui sont très peu isolés, donc les G et F. Comment faire là, on est aux pages 85 et 86. Est-ce qu'il s'agit d'avoir des incitants ou uniquement des mesures de rétorsion? Comment faire pour que, quand le bâtiment est rénové, il ne coûte pas plus cher aux locataires, hein, que le locataire ne doive pas dépenser un loyer qui équivaudrait alors à un bâtiment qui serait B ou PEB-B ou PEB-C. Bon, ça, on peut en discuter aussi. Alors, le deuxième point, ce sont les locataires. Comment faire dans les logements privés surtout? Comment faire pour que les logataires soient incités à isoler leur logement ou à améliorer le rendement énergétique de leur logement? Est-ce qu'on pourrait imaginer, par exemple, que l'argent qu'ils consacrent à un logement dont ils sont locataires soit compensé par une baisse de loyer pendant un certain nombre d'années? Est-ce qu'il n'y aurait pas un mécanisme financier de ce type-là qui pourrait être un incitant intéressant? Et puis alors, il y a les propriétaires occupants, donc avec le paradoxe que les propriétaires plus aisés peuvent aménager leur logement de manière à réduire les coûts énergétiques et bénéficier des primes. Et donc là, c'est le contraire du ruissellement, où on voit que le liquide restant. On a encore une question supplémentaire, c'était les auteurs des politiques publiques. Est-ce qu'il y a une bonne circulation entre toutes les personnes qui sont à différents niveaux de pouvoir, membres des cabinets, responsables de certaines parties de la politique, etc. Est-ce qu'il y aurait moyen d'améliorer peut-être la circulation de l'information et de la prise de responsabilité? En fait, ce qui nous semble vraiment utile, c'est de créer ou de développer une culture de la responsabilité. Comment se fait-il en fait que les actions entreprises jusqu'à maintenant ont donné si peu de résultats, hein? Notre perplexité pour nous qui sommes sur ces questions-là depuis longtemps, c'est de dire finalement les chiffres et les exigences, on les connaît. Comment se fait-il que les mesures concrètes ne parviennent pas à aboutir au bon endroit? Et donc, est-ce qu'il ne faudrait pas faire quand même une étude d'impact? Est-ce qu'il ne faudrait pas avoir des équipes peut-être plus interdisciplinaires ou avec des niveaux de pouvoir différents pour tirer les bonnes conséquences et donc faire sauter ces fameux verrous qui nous font avancer trop lentement? Donc, est-ce qu'on ne devrait pas développer une large concertation entre les services publics, des différents niveaux, les associations et les citoyens? Et donc, on est très heureuse évidemment de cette initiative, Eva, puisque là, justement, on va dans le bon sens, mais on voulait souligner que c'était une bonne initiative et qu'il faudrait peut-être aller encore plus loin avec éventuellement des citoyens qui prendraient part aux décisions politiques. Parce que ce qui nous semble assez évident, avec notamment, je ne sais pas, un auteur comme une auteure que vous connaissez peut-être, Joël Zask, qui parle de culture démocratique et qui dit que souvent les citoyens sont les premiers à se préoccuper de questions écologiques et de questions d'injustice, et que si on les suivait, si on leur donnait plus vite la parole, on irait plus vite dans le bon sens. Donc, dernière dia, la responsabilité, accountability. C'est ce que j'appellerais le principe d'internalisation, contrairement à l'externalisation économique. Il faudrait penser la responsabilité non plus comme le fait d'assumer les conséquences des actes que nous avons commis, mais le fait de ne pouvoir agir que dans la mesure où nous sommes prêts et capables de subir en premier les conséquences de nos actes. Et donc, il faudrait développer cette culture de la responsabilité en disant, si je mets en location un bien qui a un PEBG, est-ce que moi-même je suis prête à vivre dedans? Et tant qu'on n'a pas réussi à développer cette culture-là,
qui fait que nous sommes les premiers à subir les conséquences des actions que nous posons, des actes que nous posons, eh bien, nous n'avons pas encore été assez vite, assez loin. Et donc, pour ça, vous voyez que ce à quoi j'essaye de tendre, enfin nous essayons de tendre ensemble, mais si disons que c'est un peu un principe philosophique, c'est vraiment d'avoir une espèce de cohérence et de pouvoir s'accorder entre les chiffres que nous entendons, les préoccupations que nous avons, la motivation je suis à la dia suivante, à la 19. Les motivations que nous avons et une grande chance sans doute, c'est que depuis 2018, on voit que la crise est devenue perceptible et donc démocratiquement, on peut vraiment s'emparer de cette question. Il ne s'agit plus d'une question d'experts qui devrait être entendue, mais vraiment de quelque chose qui est devenu perceptible et donc que nous pouvons changer ensemble à condition donc de développer cette culture de la responsabilité. En conclusion, je voulais juste dire qu'il y a bien sûr, vous voyez, une question d'échelle temporelle, agir aujourd'hui et agir vite, parce que de toute façon, que ce soit sur le plan économique ou écologique, plus nous tarderons, plus ce sera coûteux pour la santé, pour la biodiversité, etc. Et donc, les injustices environnementales entre générations appellent les décideurs d'aujourd'hui à agir vite et fort dans leur propre intérêt aussi, comme celui des générations suivantes. Les deux ne sont absolument pas dissociables. Merci beaucoup pour votre attention. Merci à vous. Surtout, on voit que les réflexions sont vraiment issues enfin voilà, que c'est vraiment le fruit d'une longue réflexion et personnellement, j'ai trouvé ça passionnant. Et c'est vrai qu'on a dépassé un peu, mais c'était pour la bonne cause, donc c'est pas très grave. Si vous le permettez, je vais me permettre de passer, maintenant à la séance de questions-réponses. Comme ça, les personnes qui doivent vraiment partir à l'heure auront moins le temps de voir toutes les présentations et comme ça, on posera toutes les questions à la fin. Donc maintenant, je vais laisser la place à Amandine Poncin. Bonjour et merci à l'invitation pour participer à ce webinaire. Je vais essayer d'être plus brève pour permettre l'échange questions-réponses un peu plus long. Et donc, bien sûr, la question de la rénovation énergétique et notamment de la question de la rénovation énergétique socialement juste est très importante et n'est plus à démontrer. On a enchaîné des crises, la crise du Covid, on a eu les inondations en juillet 2021, la crise de l'énergie, et donc on sent que la question climatique, la question d'un accès à un logement décent, à des factures qui soient payables est primordiale, mais elle est d'autant plus primordiale pour les personnes en situation de précarité qui sont vulnérables par rapport à ces questions-là et qui n'ont pas toujours les moyens de pouvoir accéder à un logement qui n'absorbe pas tout le revenu, à des factures qui soient moindres. Et donc, dans un premier temps, je voulais revenir sur quelques chiffres avant de passer sur les constats que nous réalisons, nous avons du terrain. Mais ici, j'ai repris 2 chiffres de la stratégie wallonne de la rénovation énergétique à long terme du bâtiment qui a été adoptée en 2020. Alors, ça date de 2020, mais il est mis dans cette stratégie qu'en Wallonie, plus de la moitié des maisons sont considérées comme des passoires énergétiques, et donc avec un label F et G, et que chaque année, environ 1% des logements fait l'objet d'une demande de permis d'urbanisme pour transformation. D'après une publication récente, mais donc de 2020 de la Commission européenne, pour les bâtiments résidentiels en Belgique, le taux de rénovation énergétique profonde est estimé à 0,2%. et le taux de rénovation énergétique moyenne à 1% par an. En Wallonie, 20% de personnes vivent dans un logement qui présente des problèmes d'humidité. Et on voit que sur le graphique ici, que ce sont notamment les locataires du secteur privé suivis des locataires du secteur public qui sont le plus touchés par ces problèmes. Enfin, je voulais rappeler les chiffres du baromètre de la précarité énergétique, mais qui date de 2021. Mais en Belgique, on compte un ménage sur 5 qui est en situation de précarité énergétique, et notamment un ménage sur 4 en région wallonne et bruxelloise.
Alors, ces chiffres sont les derniers disponibles et datent de 2021 et ils ne prennent pas en compte donc la flambée des prix que nous avons connue cet hiver. Et on est dans une situation post-crise, mais les chiffres actuels au niveau de l'électricité, du gaz, de l'énergie ne sont pas revenus à une situation d'avant-crise. Et donc ici, je mettais qu'en comparant les chiffres de 2019 à maintenant, les prix de l'électricité a fait x10 et celui du gaz a fait x13. Et donc pour les personnes qui vivent dans des passoires énergétiques, ça a une répercussion au niveau de la facture qui a drastiquement augmenté et qui donc doit faire face à ça, avec notamment des aides qui ont été mises en place pour subvenir à la crise, mais qui se sont montrées malgré tout insuffisantes. Alors, dans le champ politique actuel, il y a beaucoup de choses qui se passent en Wallonie. En 2020, il y a eu l'adoption de la stratégie wallonne de rénovation à long terme du bâtiment qui met tout en place un cadre, un contexte et des pistes d'action pour atteindre des objectifs de décarbonisation pour 2050. Eva l'a rappelé en début du webinaire, mais en 2023, il y a eu l'adoption du plan Air-Climat. Et actuellement, il y a tout un travail qui est mené au sein de l'ACER, l'Alliance Climat-Emploi-Rénovation, qui cherche à trouver des pistes innovantes pour atteindre ces objectifs. Donc, que je mettais ici l'équivalent de 120 rénovations pour atteindre le label A déclenché par jour, en rappelant les 1% que je viens de vous montrer. Et donc, il est important de pouvoir trouver des nouveaux moyens financiers, de répondre à la demande via un accompagnement, via une offre. Et donc, tout ça est actuellement en train d'être discuté et aboutira. Il y a déjà des choses qui sont en train d'être mises en place, mais qui aboutira en 2024. Alors, nous, au sein du réseau, on n'est pas des théoriciens de la rénovation énergétique. Donc, on n'est pas des spécialistes avec des mesures toutes faites et une baguette magique en disant voilà ce qu'il faut faire. Nous, nos apports et les choses qu'on peut mettre en avant viennent du terrain, des associations qui sont membres au sein du réseau, des rencontres qu'on réalise au quotidien des publics les plus démunis. Et donc, je voulais vous remettre ici en avant 2 témoignages qui nous sont revenus au sein du réseau pour accentuer et mettre en avant les points que je vais aborder ensuite. Ici, on a une madame d'une 50aine d'années qui est locataire dans un logement privé. Elle reçoit un courrier d'indexation et suite à la mesure qui a été prise de limiter ou de ne pas indexer suivant le PEB actuellement, elle retourne vers son propriétaire en lui disant qu'elle ne possède pas le PEB et que donc il ne peut pas l'indexer. S'ensuit à ça que son propriétaire lui rétorque qu'il va lui envoyer du coup son renom pour entamer des travaux lourds. Madame est dans la crainte de voir arriver le courrier, elle a la crainte de devoir trouver un nouveau logement dans l'urgence en sachant que la crise du logement est toujours présente, qu'il est compliqué de pouvoir trouver un logement dans le privé avec un loyer qui soit abordable et que les logements publics sont saturés pour le moment. Et donc, elle nous dit, j'ai peur de perdre mon logement car je n'aurai nulle part où aller. Mes enfants souhaitent m'héberger, mais ils ont leur vie et j'ai besoin de mon indépendance. On a un monsieur aussi âgé d'une 70aine d'années. Il est propriétaire avec son épouse d'une maison de façade. Et un peu avant l'hiver cette année, leur chaudière au gaz de ville a cassé. Ayant peur de l'augmentation des factures et n'ayant pas les moyens d'avancer, plus de 4 000 € pour le placement d'une nouvelle chaudière, monsieur a recherché une alternative. Et donc, monsieur nous témoigne qu'en fait, il a acheté un petit poêle à pétrole pour chauffer uniquement la pièce où il va vivre, en général avec son épouse, donc dans son salon et sa cuisine, car pour lui, c'est impossible d'avancer la somme qui est demandée. Il doit aussi payer la main-d'œuvre et puis il se dit si je remets une chaudière au gaz, les prix ont fait x15, je n'arriverai quand même pas à payer mes factures. Et donc, qu'est-ce que je dois faire pour y arriver? Et donc, ce sont des questions qui ne sont pas simples. Alors ici, face à la crise, on a des factures, comme je vous l'ai dit, qui ont augmenté drastiquement.
Et il y a eu tout un tas d'aides qui ont été mises en place pour répondre à l'urgence. Les retours que nous en avons, qui sont notamment via le 17-18, le numéro d'urgence, on accueille une équipe au sein du réseau, c'est qu'elles étaient parfois insuffisantes, que le ciblage n'était pas toujours le bon et que donc il y avait des personnes qui étaient juste au-dessus de la limite ou qui n'avaient pas suffisamment les moyens pour peut-être pouvoir investir dans la rénovation ou pour pouvoir payer les factures. Et donc, ça n'a pas été simple. Et donc, bien sûr, la rénovation énergétique est importante parce que c'est agir en amont. Et c'est prévenir la question climatique, la question de l'accès à un logement décent, la question des factures énergétiques. Mais elle n'est pas simple pour les publics en situation de précarité parce qu'elle n'est pas toujours accessible, cette rénovation énergétique. Et il faut en tenir compte pour atteindre les objectifs d'ici 2030-2050 parce que ces publics-là, il ne faudrait pas qu'ils soient mis sur le côté et qu'ils soient dans une double peine par rapport à ça. Et donc, au niveau financier, actuellement, il existe des prêts à la rénovation, à la fois qui peut être réalisé dans le secteur financier classique ou alors via la Société wallonne du crédit social. Mais la difficulté, c'est qu'il y a besoin d'avoir une capacité financière suffisante pour accéder à ces prêts. Et il y a aussi ce besoin de pouvoir rentrer dans les critères d'éligibilité. Et donc, quand on est fichier, par exemple, c'est compliqué d'avoir accès à ces prêts. Et donc, ce que beaucoup de petits propriétaires, de propriétaires en situation de précarité nous disent, c'est que quand on n'arrive déjà pas à boucler la fin du mois, comment est-ce qu'on arrive à accéder à ce prêt pour réaliser des travaux? Il y a des primes qui sont mises en place. Je pense notamment à la prime à l'installation de chaudières, biomasse ou d'autres, mais ce sont des besoins de préfinancement. Et donc, c'est parfois compliqué pour les ménages d'avancer les sous pour ensuite les revoir. Pendant la crise, on a des exemples. Il y a eu l'aide à l'achat de pellets qui a été mis en place, mais il fallait acheter la palette et puis après avoir le remboursement. Et donc, pour beaucoup de ménages, c'est impossible d'avancer ces sous-là. Et donc, il faut prendre en considération que si on veut aller vers des objectifs de rénovation pour ces publics vulnérables, ce sera vraiment très compliqué d'aller vers ces moyens financiers et donc il va falloir être innovant. Il va falloir essayer de trouver des alternatives. Il y a des choses qui sont discutées notamment au sein de la SER et il faut vraiment prendre en compte leur réalité parce que ce ne sera pas simple. Et outre de rendre accessible de manière financière la question de la rénovation énergétique, il va falloir accompagner ces ménages. La question de la rénovation énergétique, elle n'est pas simple. Est-ce que je dois isoler par l'extérieur, par l'intérieur, par où est-ce que je dois commencer? Est-ce que je dois faire une rénovation globale en un seul coup ou est-ce que je dois procéder par étapes? Quelle est pour moi la priorité? C'est beaucoup de questions et c'est un secteur qui est assez compliqué à comprendre. Et donc, nous, ce qui nous rétorque, c'est qu'il va falloir avoir un accompagnement, ce qui nous revient du terrain, c'est qu'il va falloir avoir un accompagnement local, de proximité, qui soit à la fois technique, mais à la fois social. Et donc, le ménage a besoin de se sentir soutenu, de pouvoir avoir une communication qui soit vulgarisée, accessible, de savoir, voilà, si je m'engage dans cette rénovation, qu'est-ce qui va se passer? Alors, on a des exemples en Wallonie, par exemple, des plateformes énergétiques qui sont, par exemple, un outil qui a l'air sur le terrain important et un bon exemple d'accompagnement. Il en existe actuellement 6. Qui ont répondu à un appel à projet, notamment du cabinet Henri. Et donc, ce sont des plateformes locales. Il y en a à Seraing, à Charleroi, qui accompagnent les ménages dans cette rénovation, qui réalisent des expertises, qui leur expliquent le système de prêt, de primes ou autre, et qui sont dans une proximité. Et nous, ça nous semble indéniable que la question du financier, la question de la demande, de l'accompagnement de la demande, soit réalisée vraiment de manière à pouvoir faciliter l'accessibilité aux ménages. Enfin, je voulais aussi revenir sur des situations un peu plus, qui sont à prendre en compte de manière spécifique. J'ai parlé des petits propriétaires qui n'auront peut-être pas accès aux prêts, aux primes, comment les accompagner, comment leur rendre
la rénovation énergétique accessible. Mais il y a aussi la question des locataires. La relation propriétaire-locataire n'est pas toujours simple. Et donc, dans le plan Air Climat Emploi, on voit un calendrier de rénovation qui est mis en avant avec peut-être des interdictions de location, l'interdiction d'indexation par rapport au PEB est un premier incitant pour les propriétaires à rénover, mais il ne faudrait pas que le locataire soit pénalisé par cette rénovation. Et donc, il est important que, par exemple, si des travaux de rénovation sont réalisés, ben, ce ne soit pas répertorié sur le loyer. Parce que pour un grand nombre de locataires, ce ne sera plus accessible financièrement. Et donc, il y a un risque que, par exemple, il y ait des renoms qui tombent, que des loyers ne soient plus payés. Et donc, il faut vraiment bien prendre en compte. Alors, on n'a pas de piste toute faite. Il y en a une qui serait intéressante à peut-être questionner, mais qui fait parfois un peu grincer, mais serait l'encadrement du marché. De manière à avoir une vision et à éviter ce genre d'effet de répercussion sur les locataires. Il y a aussi peut-être la possibilité de médiation entre propriétaires et locataires. L'idée qu'il y ait un tiers médiateur entre les deux, faciliter l'échange, essayer qu'il y ait peut-être de la compréhension et du social qui soit remis entre la relation pour éviter justement qu'il y ait des débordements et agir en amont. Il ne faut pas oublier que dans une étude récente au niveau de la propriété a montré qu'au niveau des propriétaires bailleurs, on a très peu en fait de multipropriétaires, mais on a de petits propriétaires qui ont peut-être hérité d'un second logement ou fait l'acquisition d'un second logement et qui n'auront pas peut-être les moyens de rénover. Et donc, il ne faut pas non plus qu'eux soient pénalisés. Et donc, il faut aussi trouver des moyens pour soutenir ces petits propriétaires bailleurs. Une piste serait par exemple la communication et la formation de la mise en gestion via une agence immobilière sociale. Mais voilà, ce sont des risques que cette rénovation pour les publics les plus vulnérables pourrait y avoir. Et donc, il faut vraiment avoir des mesures, un regard spécifique pour ce public. Il ne faudrait pas qu'ils soient les perdants. Alors, pour terminer, au sein du réseau et avec notamment des acteurs climatiques, la coalition climat, mais des acteurs logement tels que le Rassemblement wallon du droit à l'habitat, le rappel ou le réseau wallon d'accès durable à l'énergie, on plaide pour un pacte logement-énergie. Alors, un pacte logement-énergie, c'est l'idée de dire qu'on ne peut plus délier les deux. Je vous l'ai montré, et si on agit sur la rénovation énergétique, ça va avoir un impact sur la relation propriétaire et locataire. On ne touche pas un bien comme un autre, on touche le logement. Le logement, c'est une question de sécurité, de confort, c'est un repère pour le ménage. Et au niveau des politiques, ça va avoir un impact. Si on agit sur la rénovation énergétique, il y a des choses à prendre en compte au niveau du logement, comme il y a aussi des choses à prendre en compte sur l'aménagement du territoire. Et donc, il faut qu'il y ait une transversalité entre ces matières. Et c'est bien important au nom du climat, pour les objectifs qu'on doit atteindre, mais aussi au nom du portefeuille des gens. Cet hiver, ça a été une crise catastrophique pour un grand nombre de ménages, et notamment aussi la classe moyenne, qui ont basculé pour certains en dessous du fil rouge et qui sont tombés dans une certaine forme de précarité. Alors, ce pacte, ce n'est pas des mesures toutes faites qui viendront, mais c'est vraiment un engagement des décideurs de la société entière qui dirait à l'horizon de 10 ans, tout le monde doit être mieux logé. Tout le monde doit avoir accès à un logement décent. Et ça doit tenir compte de tous les paramètres qui ont éclaté au grand jour avec les inondations de juillet 2021. La qualité du logement, sa résilience face au climat, sa localisation, sa place dans l'aménagement du territoire et son accessibilité financière. Sa proximité avec les services de base, CPAS, mutuelles, maisons médicales, les plateformes de rénovation énergétique. C'est un logement qui sera payable et qui n'absorbera pas 50 à 60% du revenu. Alors, comme je vous l'ai dit, on n'a pas de baguette magique, on n'a pas de mesures toutes simples, toutes faites, et la question est vraiment compliquée. Et on est face vraiment à une situation qui demande à être innovant, à peut-être sortir du cadre, à questionner les limites de la propriété du marché privé. Mais il va falloir prendre des positions fortes. Et peut-être, pourquoi pas, quand on parle de positions fortes, mais c'est se dire peut-être, imaginons une région wallonne avec tous les toits qui seraient publics pour faciliter la rénovation, et on isole, et on facilite, on trouve des moyens vraiment innovateurs
face aux enjeux climatiques qui sont devant nous. Voilà. Super, merci beaucoup. Oui, donc effectivement, on a un petit peu dépassé du timing. Donc pour les personnes qui doivent absolument partir, il n'y a évidemment aucun souci. Pour ceux qui peuvent encore rester et à condition que nos intervenantes aient encore 10 petites minutes devant elles, je vous invite à poser vos questions. Si je peux prendre la parole, je voudrais mettre en garde contre cette notion d'acceptabilité sociale parce qu'elle dédouane les pouvoirs publics de leurs responsabilités. Par exemple, avant l'obligation de trier les déchets, il n'y a pas eu d'enquête pour savoir si les gens étaient d'accord de le faire. Et s'il y avait eu une enquête, les gens auraient dit, mais non, c'est tellement plus facile de continuer à taper tout dans la même poubelle. Donc, cette notion d'acceptabilité sociale est vraiment très dangereuse politiquement parce qu'elle sous-entend que le rôle des pouvoirs publics, c'est d'inciter les gens à accepter des mesures que les pouvoirs publics voudront bien prendre. Et en fait, si l'obligation est bien claire, comme pour trier les déchets, ou comme pour porter la ceinture de sécurité, par exemple, elle semble juste si tout le monde est de la même catégorie, si tout le monde est touché en même temps. Et de même, concernant la notion d'accompagnement, si elle part certainement d'une bonne intention, il ne faudrait pas tomber dans des pratiques qui infantilisent les locataires ou les propriétaires, qui les stigmatisent par des techniciens ou des travailleurs sociaux qui sont arrogants. Je me souviens dans la recherche sur la pauvreté énergétique que j'ai coordonnée il y a quelques années, on a rencontré notamment une personne en pauvreté énergétique qui disait le CPAS m'offre telle aide concrète, c'était des plastiques à mettre sur les fenêtres pour augmenter un petit peu le pouvoir d'isolation pour des simples vitrages, mais je ne vais pas les chercher parce que l'assistante sociale va encore me démolir le moral et la situation pour moi alors sera pire après qu'avant. Je préfère avoir froid. Bien sûr, toutes les assistantes sociales ne sont pas comme ça je m'empresse de le dire, mais je pense que c'est un point d'attention qu'il faut avoir, de ne pas toujours penser que les gens ne sont pas du tout informés, ne se rendent pas compte des enjeux climatiques. Au contraire, comme on l'a dit, les inondations notamment ont permis une large prise de conscience et beaucoup de gens sont prêts à changer de pratique. Voilà, je voulais ajouter ça. Merci pour ces précisions. Je vois une question de Géraldine Petit qui se demande si et où on peut consulter les plans d'action en cours de mise en place au niveau de la serre. Alors, je n'en fais personnellement pas partie, mais si quelqu'un ici a la réponse, sinon je reviens vers des collègues et je peux revenir vers vous par la suite. Alors, nous, au sein du réseau, on y a accès parce qu'on est dans les participants. Mais je ne sais, enfin, je sais que ça a été une invitation très large et donc nous on a accès directement aux documents, mais il y a une cellule de coordination qui est mise en place et c'est le cabinet Henri notamment qui en a la main, mais les travaux sont en cours, donc je ne sais pas s'ils sont déjà accessibles à tout public. Ok, mais je vois quelqu'un qui a mis l'adresse mail de la coordination, donc voilà, ceux qui sont intéressés peuvent peut-être prendre contact avec cette adresse. Si personne d'autre n'a de questions, je vous propose de clôturer doucement alors. Tout d'abord, merci beaucoup à nos intervenantes, parce qu'il n'en reste plus que des femmes, d'être intervenues aujourd'hui et d'avoir alimenté ces réflexions. J'ai trouvé ça vraiment très riche. Et merci évidemment aussi à tous les participants, parce que s'il n'y a pas de participants, ça ne vaut pas la peine d'en discuter. Donc merci à vous et je vous souhaite une bonne fin de journée.